À Ouagadougou, 1000 bus flambant neufs apparaissent, alors que le pays est en guerre et sous pression terroriste. Le choc vient moins du transport que du financement. Plus de 80 millions de dollars réinvestis via l'or et le coton, sans dette extérieure, chaque dépense auditée et publiée. Pour les habitants coincés dans des trajets interminables, que change ce test de souveraineté voulu par Ibrahim Traoré? Et avec près de 30 de temps de trajet en moins et avec plus de 10 000 emplois créés, la promesse dépasse la route. Reste à savoir si ce modèle tiendra face aux marchés mondiaux. Ce récit propose une lecture précise de ce que révèle réellement le projet des 1000 bus au-delà de l'image spectaculaire de véhicules neufs dans une capitale sous tension. En 10 à 12 minutes de lecture à dire, en une heure de lecture attentive, le spectateur comprend comment, alors que vous dites ça va quand biad de GCT radical peut transformer la mobilité, l'emploi et la perception même de l'État. L'enjeu central n'est pas seulement de savoir si des bus circulent, mais si un pays en guerre peut financer une infrastructure lourde, sans dette extérieure, uniquement par ses ressources internes. Ce pari expose le Burkina Faso à un risque clair. La dépendance à l'or et au coton, deux matières premières volatiles soumises aux marchés mondiaux. Dans le même temps, il ouvre une hypothèse rarement testée à cette échelle, celle d'une souveraineté économique opérationnelle, vérifiable par des chiffres, des audits publics et des effets mesurables sur le quotidien. À travers ce prisme, l'action portée par Ibrahim Traoré devient un laboratoire politique dont l'issue comptera autant pour Ouagadougou que pour d'autres pays africains en quête d'autonomie réelle. Plus de 80 millions de dollars ont été injectés dans un seul projet urbain sans aucun empreinte extérieure, dans un pays officiellement en guerre. En quelques mois, les temps de trajet à Ouagadougou ont baissé d'environ 30%, tandis que plus de 10 000 emplois directs et indirects ont été créés autour de l'assemblage, de la maintenance et de l'exploitation du réseau. Cette double donnée constitue la mini-révélation centrale. Le projet des 1000 bus n'est pas un symbole politique abstrait, mais une opération économique mesurable déjà intégrée dans la vie quotidienne. C'est précisément ce point qui distingue l'initiative portée par Ibrahim Traoré d'annonces antérieures restées sans effet concret. Ici, les chiffres précèdent le discours. Pour comprendre pourquoi cette décision a surpris, il faut revenir au contexte. Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire majeure, avec des ressources publiques euh, traditionnellement absorbées par l'urgence militaire et humanitaire. Dans ce cadre, investir des dizaines de millions dans le transport urbain semblait contre-intuitif. Les modèles classiques orientent privilégier l'aide extérieure, les prêts multilatéraux ou le report du projet. La rupture vient du mode de financement. L'État Owasidat a choisi de réinvestir directement les revenus issus de l'or et du coton, deux piliers historiques de l'économie nationale. Ce choix a éliminé la contrainte de la dette, mais il a déplacé le risque vers une autre zone, la volatilité des marchés mondiaux. En d'autres termes, le projet gagne en autonomie ce qu'il perd en protection externe. C'est là que la transparence joue un rôle clé. Chaque dépense liée au bus a fait l'objet d'audits rendus publics.
une pratique encore rare à cette échelle dans la région. Cette visibilité a permis de transformer un pari politique en objet de débat factuel. Les soutiens y voient que la preuve qu'un État peut gérer efficacement ses ressources. Les critiques y lisent un test dangereux descendant de conditions économiques instables. Dans cette tension entre résultats immédiats et incertitudes structurelles, Ibrahim Traoré a installé son projet au cœur d'une question plus large. Jusqu'où un pays africain peut-il aller en s'appuyant uniquement sur ses moyens internes sans tester son filet extérieurs? Dans les ateliers réaménagé de Ouagadougou, le changement s'est d'abord manifesté loin des discours officiels. Des hangars autrefois sous-utilisés ont été transformés en espaces d'assemblage et de maintenance où des équipes locales ont commencé à travailler sur des modules de bus arrivés par étapes. Pour de nombreux jeunes, il ne s'agissait pas d'un emploi symbolique, mais d'un premier contrat formel, avec des compétences techniques directement applicables. Les effets précoces se sont aussi fait sentir sur le terrain urbain. Avant le projet, les déplacements reposaient largement sur des minibus vétustes, aux horaires irréguliers et aux trajets incertains. Les nouveaux bus ont introduit des lignes visibles, des arrêts identifiés et des horaires plus prévisibles. Cette régularité a modifié les routines quotidiennes, en particulier pour les travailleurs et les étudiants dépendant des transports publics. Très tôt, les habitants ont observé une réduction tangible des temps de trajet. Ce gain de temps n'a pas seulement amélioré le confort, il a élargi l'accès aux opportunités. Arriver à l'heure à un emploi, rejoindre un centre de santé sans anticiper des heures d'avance ou claro, devoir accepter un travail plus éloigné du domicile. Ces changements, modestes pris isolément, ont commencé à produire un effet cumulatif sur la vie économique locale. Enfin, dans ce processus, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure lointaine que comme l'initiateur d'un cadre décisionnel. Son rôle s'est surtout exprimé dans l'arbitrage initial, maintenir le cap du financement interne malgré les contraintes sécuritaires. Une fois ce choix posé, la dynamique a reposé sur l'exécution locale et la montée en compétences progressive des équipes. Ces premiers impacts ne garantissent pas la réussite à long terme, mais ils expliquent pourquoi le projet a rapidement dépassé le statut d'annonce politique. En quelques mois, il est devenu une réalité vécue, observable et difficile à ignorer. Avant le lancement du projet, le transport urbain sous Assadvaroi à Ouagadougou fonctionnait sous contrainte permanente. Les minibus privés dominaient avec des véhicules vieillissants, des itinéraires dans un itinéraire changeant et des temps de trajet imprévisibles. La mobilité était perçue comme un problème chronique rarement prioritaire dans un pays absorbé par l'urgence sécuritaire. C'est dans ce contexte que la décision initiale a été prise. Engager un programme massif de transport public financé exclusivement par des ressources internes, sans emprunt ni soutien extérieur. L'activation a commencé de manière discrète. Les premiers chantiers ont concerné les dépôts et les ateliers réorganisés pour accueillir l'assemblage local. Des pièces sont arrivées par lots successifs, obligeant les équipes à travailler sous pression et à résoudre des problèmes techniques en temps réel. Cette phase initiale a été marquée par l'incertitude. Chaque retard logistique, chaque ajustement technique
pouvait remettre en cause le calendrier global. Pourtant, le choix a été fait de maintenir le rythme, même lorsque le contexte sécuritaire compliquait, les déplacements et l'approvisionnement. La montée en puissance s'est produite lorsque les premiers bus ont été mis en circulation. Leur apparition dans les rues de la capitale a constitué un basculement visible. Là où le projet n'était jusque-là qu'un chantier industriel, il est devenu un service public concret. Les lignes ont commencé à se structurer, les horaires à se stabiliser et les habitants ont progressivement modifié leurs habitudes de déplacement. Le scepticisme initial a laissé place à une phase d'observation prudente, puis à une adoption croissante du nouveau réseau. À mesure que le nombre de bus augmentait, les effets systémiques sont apparus. Les quartiers les périphériques, longtemps mal connectés, ont bénéficié d'une meilleure accessibilité. Les flux domicile-travail se sont rééquilibrés, réduisant la congestion informelle et la dépendance à des solutions coûteuses et aléatoires. Cette transformation n'a pas été instantanée, mais elle s'est installée par accumulation. Chaque nouvelle ligne renforçait la crédibilité de l'ensemble du dispositif. Les répliques économiques ont suivi l'augmentation de l'activité dans les ateliers a généré une demande constante de main-d'œuvre qualifiée. Des emplois se sont créés dans l'assemblage, la maintenance, la gestion des lignes et la logistique. Cette dynamique a consolidé l'idée que le projet ne se limitait pas à un investissement ponctuel, mais qu'il structurait une nouvelle chaîne de valeur locale. Dans ce cadre, la décision politique initiale portée par Ibrahim Traoré a continué d'agir en arrière-plan, non par des annonces répétées, mais par la cohérence maintenue du cap financier. Mais enfin, les répliques sociales ont amplifié la portée du projet. En réduisant les temps de trajet, le réseau a libéré du temps utile pour le travail, l'éducation et la vie familiale. Ces effets, moins spectaculaires que l'arrivée des bus eux-mêmes, iront renforcer l'adhésion progressive de la population. Ce moment marque un seuil. Le projet est passé du stade d'expérimentation audacieuse à celui d'infrastructure intégrée, tout en exposant désormais ses résultats à l'épreuve du temps et des marchés. Si l'on se penche sur les données disponibles pour évaluer le projet, on remarque d'abord ceci: plus de 40 millions de dollars ont été mobilisés sans recourir à aucun emprunt extérieur. Concrètement, cela signifie que l'État a transformé des revenus issus de l'or et du coton en infrastructures visibles sans créer d'obligations futures de remboursement ni d'intérêts à honorer. Ce déplacement du risque de la dette vers la ressource constitue la base du pari économique porté par Ibrahim Traoré. Ensuite, un autre chiffre retient l'attention: l'impact sur la mobilité. Les données disponibles indiquent une réduction d'environ 30% des temps de trajet dans la capitale. En pratique, ce chiffre correspond à des déplacements plus courts et plus prévisibles, grâce à des lignes identifiées et des horaires stabilisés. Pour les travailleurs et les étudiants, cette baisse se traduit par moins d'heures perdues chaque semaine et une meilleure capacité à respecter des contraintes professionnelles et ou scolaires. Et puis, un dernier élément vient compléter le tableau:
Plus de 10 000 emplois directs et indirects ont été créés autour du projet, incluant l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les services connexes. Cette donnée ne reflète pas seulement un volume d'emplois, mais une montée en compétences locales. Les formations techniques dispensées ont permis à des milliers de jeunes d'acquérir des savoir-faire durables, réduisant la dépendance à des expertises importées. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire avant, après net. Là, c'est avant le projet, la mobilité reposait sur des solutions fragmentées, peu fiables et économiquement inefficaces. Après le déploiement progressif des bus, un système structuré a émergé, capable de produire des effets mesurables sur le temps, l'emploi et l'organisation urbaine. Cette transition explique pourquoi le débat ne porte plus uniquement sur l'intention politique, mais sur la soutenabilité du modèle. Cependant, ces données doivent être lues avec prudence. Leur validité repose sur une condition essentielle, la continuité des revenus issus de l'or et du coton. Une baisse brutale des prix mondiaux réduirait mécaniquement la capacité de financement et de maintenance du réseau. Les chiffres actuels montrent ce qui fonctionne dans un contexte donné, pas une garantie automatique pour l'avenir. C'est précisément pour cette raison que la transparence financière a pris une place centrale. Les, les audits rendus publics permettent de relier chaque indicateur à des dépenses vérifiables, marche transformant les chiffres en outils de contrôle collectif. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré n'est pas seulement associé à un projet ambitieux, mais à une méthode où la donnée devient le terrain principal d'évaluation, au-delà des discours et des symboles. Les critiques du projet des 1000 bus s'articulent autour de deux arguments principaux, souvent formulés par des analystes extérieurs et des observateurs prudents. D'abord, la dépendance structurelle à l'or et au coton. Ces deux ressources, piliers historiques de l'économie burkinabé, restent exposés à des fluctuations parfois brutales. Selon cette lecture, financer une infrastructure lourde uniquement par ses revenus revient à lier la stabilité du service public à des marchés mondiaux incontrôlables. Une chute prolongée des cours pourrait réduire car les capacités d'entretien, de renouvellement du matériel et, à terme, fragiliser l'ensemble du réseau. Et ensuite, le contexte sécuritaire. Dans un pays confronté à des attaques armées et à des besoins humanitaires pressants, consacrer des dizaines de millions de dollars au transport urbain est perçu comme un arbitrage risqué. Les détracteurs estiment que chaque choc économique supplémentaire, combiné à l'instabilité politique, pourrait amplifier les déséquilibres budgétaires. Dans ce scénario, le projet deviendrait une charge difficile à soutenir, alimentant l'idée que l'indépendance économique totale reste théorique dans un environnement aussi contraint. Face à ces critiques, les partisans du projet avancent des éléments tout aussi structurés. Ils soulignent d'abord que la transparence financière change la nature du risque. La publication régulière des audits et des dépenses limite les dérives et permet des ajustements rapides. Cette visibilité transforme une dépendance potentiellement opaque en levier surveillé collectivement. Ensuite, ils mettent en avant la réduction progressive des coûts grâce à la production et à la maintenance locale. À mesure que les équipes gagnent en compétences, les dépenses d'exploitation tendent à diminuer, compensant partiellement la volatilité des revenus. Un autre point, souvent négligé, concerne les effets indirects. En améliorant la mobilité
et en créant de l'emploi, le projet élargit la base économique locale, ce qui peut générer de nouvelles recettes sur recettes fiscales et une activité accrue. Dans cette logique, l'initiative associée à Ibrahim Traoré n'est pas présentée comme un modèle sans risque, mais comme une tentative de déplacer le centre de gravité économique du financement externe vers une capacité interne contrôlable. Ainsi, le débat ne se résume pas à un affrontement idéologique. Il oppose deux évaluations du risque. L'une privilégie la sécurité offerte par l'endettement et l'aide extérieure, l'autre parie sur la discipline interne, la transparence et l'apprentissage progressif. La solidité du projet dépendra moins de l'absence de choc que de la capacité à les absorber sans rompre l'équilibre construit. Au milieu du déploiement, un élément a progressivement changé la lecture du projet. La mise en circulation des 1000 bus n'a pas seulement amélioré un service existant, elle a réorganisé une partie de l'économie locale. Les ateliers d'assemblage et de maintenance ne fonctionnaient plus comme des structures temporaires, mais comme des noyaux industriels durables intégrés aux circuits économiques de la capitale. Cette évolution a déplacé le débat. Jusque-là, la question dominante portait sur la viabilité budgétaire du modèle. À ce stade, l'enjeu s'est élargi. Le projet produisait désormais des compétences, des routines de gestion et une chaîne de valeur locale capable de survivre au-delà de la phase initiale. Autrement dit, l'investissement ne se limitait plus au bus eux-mêmes, mais à une capacité productive réutilisable. C'est ici que la stratégie associée à Ibrahim Traoré a pris une autre dimension. Le du financement interne ne servait plus uniquement à éviter la dette, mais à forcer la montée en compétences nationales. En liant infrastructure et formation, le projet a créé un effet d'entraînement difficilement réversible à court terme. Cette révélation intermédiaire clarifie la nature du pari. Le risque n'est plus seulement lié au prix de l'or et du coton, mais à la capacité du pays à transformer cet apprentissage en stabilité économique durable. Le projet cesse alors d'être jugé comme une expérience ponctuelle, pour être évalué comme un changement de structure. Pour les pouvoirs publics, le projet des 1000 bus a d'abord modifié la manière de penser l'action publique. La mise en place d'un réseau structuré, financé sans dette extérieure, a renforcé la crédibilité de l'État dans sa capacité à conduire des projets complexes, malgré un contexte sécuritaire difficile. Les audits publics et la visibilité des dépenses ont également instauré une relation différente avec les citoyens, fondée davantage sur la vérification que sur la promesse. Cette approche a déplacé le débat politique vers des résultats observables, tout en exposant l'État à une exigence accrue de cohérence et de continuité. Du côté des entreprises locales, les effets ont été principalement indirects, mais significatifs. L'amélioration de la mobilité a élargi les bassins de main-d'œuvre, facilitant le recrutement et réduisant les retards liés au transport. Les ateliers de production et de maintenance ont généré une demande pour des fournisseurs locaux, des services logistiques et des compétences techniques. Cette dynamique a contribué à structurer un tissu économique plus dense autour du projet, même si sa solidité reste liée à la régularité du fonctionnement du réseau. Pour les citoyens, en particulier les habitants des quartiers périphériques, les conséquences ont été plus immédiates. La réduction d'environ 30% des temps de trajet a modifié l'organisation quotidienne.
Les déplacements vers le travail, l'école ou les centres de santé sont devenus plus prévisibles, permettant une meilleure gestion du temps et une diminution du stress lié aux transports informels. Ces gains, bien que difficiles à quantifier individuellement, ont d'amélioré l'accès aux opportunités et réduit certaines inégalités urbaines. À l'échelle régionale, enfin, le projet a envoyé un signal politique fort. Dans un contexte où de nombreux pays africains restent dépendants de l'endettement extérieur pour financer leurs infrastructures, l'initiative portée par Ibrahim Traoré a été observée comme une expérience de souveraineté économique appliquée. Elle n'a pas valeur de modèle universel, mais elle a rouvert un espace de discussion sur les alternatives possibles en montrant qu'une autre trajectoire peut produire des effets tangibles à court terme. Ces 4 niveaux de conséquences dessinent une image contrastée. Le projet génère des bénéfices réels, mais il expose aussi chaque acteur à des risques mal spécifiques liés à la durabilité financière et à la stabilité du contexte économique. C'est dans cet équilibre fragile que se joue désormais la portée réelle de l'initiative. Si l'on se projette vers l'avenir, on peut imaginer trois trajectoires possibles. D'abord, il y a l'hypothèse d'une stabilisation prudente. Le Burkina Faso parvient à maintenir la flotte opérationnelle sans expansion majeure. Les revenus issus de l'or et du coton restent relativement stables, permettant de couvrir les coûts d'entretien et de gestion. Les ajustements budgétaires se font à la marge en priorisant la la fiabilité du service plutôt que son extension. L'impact demeure concentré sur Ouagadougou avec des bénéfices sociaux et économiques réels mais contenus, tandis que la vigilance reste constante face aux fluctuations des marchés mondiaux. Ensuite, une autre trajectoire pourrait être celle d'une expansion progressive. Si le contexte économique et politique se stabilise avec des prix favorables pour les ressources naturelles, le projet pourrait être étendu à d'autres villes. Cette option impliquerait la création de nouveaux ateliers régionaux et l'intensification des programmes de formation. Le réseau de transport deviendrait alors un levier de développement national, renforçant l'industrie locale et améliorant la mobilité interurbaine. Une telle dynamique pourrait attirer l'attention d'investisseurs intéressés par un modèle de croissance fondé sur les capacités internes plutôt que sur l'endettement classique. Enfin, il existe aussi un scénario plus fragile, marqué par des pressions et des tensions. Une chute brutale des prix de l'or ou du coton, combinée à des tensions sécuritaires accrues, réduirait les marges de manœuvre financières. Les coûts d'entretien augmenteraient tandis que les recettes diminueraient, forçant des arbitrages difficiles. Le réseau pourrait fonctionner de manière dégradée, avec des retards sur les réparations ou une réduction de certaines lignes. Ce contexte nourrirait les critiques, renforçant l'argument selon lequel un projet de cette ampleur nécessite un soutien extérieur pour rester viable. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives et peuvent se succéder ou se combiner. Elles soulignent un point central. L'avenir du projet dépend moins d'un choix unique que de la capacité à ajuster les priorités en fonction des chocs économiques et politiques. La question essentielle n'est donc pas de prédire l'issue, mais de comprendre
Quelles décisions intermédiaires permettront, de préserver, les acquis sans exposer, l'ensemble, du système à une rupture brutale? Pour, le spectateur, ce projet ne se résume pas à une politique publique lointaine. Il renvoie à une expérience universelle, le temps perdu ou gagné dans les déplacements et ce que ce temps libéré permet réellement de faire lorsque les trajets entos deviennent plus courageux et plus, fiables. Ce sont des choix quotidiens qui changent, souvent sans bruit, arriver à l'heure au travail, accepter une formation plus éloignée ou simplement rentrer plus tôt chez soi cesse d'être une exception. Pour les travailleurs urbains, l'amélioration de la mobilité agit comme un multiplicateur discret. Moins d'incertitude dans les transports signifie moins de stress, mais aussi une meilleure capacité à planifier. Cette stabilité peut sembler marginale, pourtant, elle conditionne la productivité, la ponctualité et parfois même la décision de conserver ou non un emploi. Dans des contextes économiques fragiles, ces ajustements pèsent lourd sur les trajectoires individuelles. Pour les jeunes formés dans les ateliers, l'enjeu est différent. Le projet leur a offert un point d'entrée dans l'économie formelle, avec des compétences transférables. Cette expérience initiale peut déterminer la suite d'un parcours professionnel, en ouvrant l'accès à d'autres opportunités techniques ou industrielles. Ici, l'infrastructure devient un prétexte à l'apprentissage et non une fin en soi. Enfin, pour les familles, la mobilité touche à l'organisation du quotidien. Moins de temps sur la route, c'est plus de temps pour les soins, l'éducation ou la vie domestique. Ces bénéfices ne figurent pas c'est toujours dans les bilans chiffrés, mais ils expliquent l'adhésion progressive observée sur le terrain. Le projet agit alors comme un révélateur. Il montre comment une décision macroéconomique, peut se traduire concrètement en micro-changements de vie. À ce stade, la question centrale n'est plus de savoir si le projet fonctionne, mais comment il le peut durer. La première condition concerne la transparence financière, la poursuite des audits publics avec des données régulièrement mises à jour reste essentielle pour maintenir la confiance et détecter rapidement toute dérive. Sans cette visibilité, le modèle perdrait l'un de ses principaux atouts face aux critiques. La deuxième condition touche aux compétences. Les formations initiales ont permis de lancer le réseau, mais la pérennité dépendra de la professionnalisation continue des techniciens, conducteurs et gestionnaires. Des certifications internes et des parcours de montée en compétences doivent consolider l'autonomie opérationnelle afin de réduire durablement la dépendance à des expertises extérieures coûteuses. La troisième condition porte sur la diversification économique. Tant que l'or et le coton demeurent les seules sources majeures de financement, le projet reste exposé aux chocs externes. Explorer d'autres secteurs générateurs de revenus sans diluer l'effort principal permettrait de sécuriser l'entretien et le renouvellement de la flotte à moyen terme. Une quatrième étape concerne l'extension maîtrisée. Étendre le réseau à d'autres villes ne peut se faire que progressivement, en tenant compte des capacités locales et des contraintes budgétaires. Une croissance trop rapide fragiliserait l'équilibre atteint à Ouagadougou. Enfin,
L'implication citoyenne constitue un levier souvent sous-estimé. Des consultations régulières sur les lignes, les horaires et les priorités renforcent l'appropriation collective du projet. Dans cette logique, l'approche associée à Ibrahim Traoré repose moins sur une décision unique que sur un processus continu, mesurable et ajustable, où la souveraineté économique se construit dans la durée. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient souvent: ajuster une pièce, vérifier un circuit, tester un moteur avant la sortie du dépôt. Hamdallah, ce geste, c'est à se répéter des milliards de fois, a fini par dépasser sa fonction technique. Il est devenu le symbole d'un pays qui tente de reprendre la main sur son propre fonctionnement, étape par étape, sans attendre de solutions venues de l'extérieur. Chaque bus mis en circulation raconte la même histoire, celle d'un choix politique traduit en actions concrètes, puis en routine quotidienne. Non pas mixer dans les trajets, ça le sur le cours, les horaires respectés et les emplois créés ne sont pas des abstractions. Ils forment une chaîne continue entre décision publique, travail local et transformation du quotidien urbain. C'est dans cette continuité que le projet prend tout son sens, en liant aux ressources internes, à formation et infrastructures. L'initiative portée par Ibrahim Traoré a déplacé le débat de la promesse vers la preuve. Elle n'efface ni les risques ni les incertitudes, mais elle montre qu'un autre mode d'action est possible, même dans un contexte contraint. Niache, l'image finale n'est donc pas celle d'un discours, mais d'un mouvement. Des bus qui circulent, des ateliers qui fonctionnent, des compétences qui s'accumulent. Autant de signaux discrets, mais ça persistant d'une tentative de reconstruction fondée sur la maîtrise interne plutôt que sur la dépendance. Une phrase résume alors l'ensemble. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Le projet d'Émile Buz dépasse désormais le cadre d'une politique sectorielle. Il agit comme un miroir tendu à d'autres sociétés confrontées au même dilemme: dépendre de financements extérieurs ou tenter de mobiliser des ressources internes malgré les risques. L'expérience du Burkina Faso ne fournit pas de solution clé en main, mais elle offre une base concrète pour réfléchir autrement ou à choix de développement. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'infrastructure créée, mais la discussion qu'elle provoque. Elle interroge la place de la transparence, le rôle de la formation locale et la capacité d'un État à accepter des arbitrages visibles, mesurables, donc critiquables. Dans ce cadre, l'initiative associée à Ibrahim Traoré devient moins un modèle à copier qu'un point de départ pour un débat collectif. Cette réflexion peut se poursuivre à différentes échelles. Dans une ville, un pays, ou même une communauté, la question reste la même. Quelles ressources sommes-nous prêts à mobiliser, nous, méritats, nous-mêmes, et à quelles conditions? Quels risques jugeons-nous acceptables pour gagner en autonomie? Plutôt que de conclure par une certitude, ce projet invite à une discussion ouverte. Observer, comparer, questionner, sans idéaliser ni rejeter. Et vous, face à ces choix, où placeriez-vous